Je vais vous parler de deux choses, d'ingénieur et de mathématiques. C'est-à-dire que je vais axer mon discours sur, alors évidemment, le poids des mathématiques dans la formation d'ingénieur et pour l'ingénieur que finalement Centrale Supélec entend former, c'est-à-dire un ingénieur très proche de la science de pointe et qui est capable d'innovation, en fait, et qui est acteur principal de l'innovation. Donc le point de départ, ça va être un peu pour vous faire toucher du doigt ce qu'est l'ingénieur dont on parle et certainement son évolution depuis finalement l'ingénieur dont le propos était essentiellement de faire des calculs, donc c'était des calculs mathématiques, et pour arriver vers l'environnement dans lequel il vit, n'est plus des calculs pour des concepts mécaniques, mais maintenant prend pied complètement dans le monde du numérique et des systèmes complexes, que je mets là en italique, parce que je vais le définir un petit peu. Je vais mettre des mots précis sur ce qu'on appelle ici système complexe. Donc, à travers ces choses-là, je vais essayer d'insister sur les points suivants. Donc, premier point, c'est le fait que l'ingénieur vit actuellement après une révolution du numérique. Alors, après ou pendant une révolution du numérique. C'est-à-dire que la place du numérique dans la conception de produits est apparue, est très importante, ce qui n'avait pas lieu avant. Le deuxième point, c'est le fait que l'ingénieur irrigue maintenant des nouveaux domaines de la société. Donc, à quitter purement le monde de la construction mécanique pour atteindre des domaines divers, du type santé, gestion de flux par exemple. Donc, et voilà, plus naturellement, enfin plus évidemment, l'ingénieur quitte le simple monde du couple, ce que j'appelle ici le couple maths-physique. L'ingénieur vit aussi l'apparition de produits qui sont spécifiquement dédiés, liés au monde du numérique. Bon. La place de la simulation numérique est très importante. La puissance des ordinateurs donc joue un certain rôle. Elle a explosé ces derniers temps et donc fait apparaître de nouvelles questions, de nouvelles questions qui deviennent possibles. C'est d'étudier finalement la robustesse de la modélisation, la robustesse de la simulation, la robustesse des prédictions qui vont être faites par l'ingénieur. Et le cadre aléatoire prend pied complètement pour décrire finalement cette variabilité des objets qui vont être construits. Donc je vais vous balayer un certain nombre d'exemples qui vont souligner, illustrer ces points, avant de définir un petit peu qu'est-ce qu'on entend par spécifiquement système complexe. Et vous allez voir qu'à partir du moment où on en définit les caractéristiques, des propriétés, eh bien les mathématiques apparaissent de manière naturelle à cet endroit-là. Et je ferai le point donc, sur un certain nombre d'éléments qui nous paraissent très importants dans l'évolution des mathématiques récentes, disons, voir sur quoi elles s'appuient, et j'entends par là, vous le voyez dès le titre, les mathématiques vues en prépa sont essentielles, indispensables pour être capable de construire les mathématiques dont on a besoin pour décrire ces systèmes complexes. Et puis, j'aboutirai en conclusion à finalement un peu une proposition de définition, en tout cas celle à laquelle nous on est arrivé, de finalement quels enseignements de mathématiques il pourrait y avoir dans une école d'ingénieur. Voilà. Donc d'abord, je vais commencer par 5 exemples, sur lesquels mon propos n'est pas de rentrer dans le détail des exemples, mais finalement, quelque chose qui est peut-être important pour nous, culturellement étant à Centrale, donc Gustave Eiffel, ancien centralien. Donc, on parle construction mécanique, l'objet d'un ingénieur, construction de la tour Eiffel. Alors, évidemment, on pense d'abord juste
aux produits, l'assemblage de poutres, etc. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Vous imaginez l'enjeu de l'époque, donc la construction d'une tour de 300 mètres, c'est jamais arrivé. Dans un marécage, c'est jamais arrivé, avec des enjeux politiques, des enjeux financiers. Voilà. Donc l'ingénieur Gustave Eiffel a joué un rôle très, très particulier dans ce projet-là. Quelque chose qui est très important aussi, c'est que la forme de la tour Eiffel est le résultat d'un calcul, en fait. C'est-à-dire que si vous faites en sorte que cette tour de 300 mètres va subir beaucoup de force de vent et que ce vent soit repris entièrement avec son poids dans les piliers, finalement, si vous faites les calculs qui correspondent à ça, ils sont décrits, des sortes d'équilibres de force, prendre en compte des jeux thermiques qui sont là, mais vous obtenez directement la forme de la tour Eiffel. Voilà. Le deuxième exemple, donc les choses vont peut-être se compliquer un petit peu plus, donc on reste dans le couple habituel maths-physique, c'est-à-dire on sait tous hein, le poids historique le rôle de la physique dans l'évolution des maths, inversement le rôle des maths dans les évolutions de la physique depuis très longtemps. Voilà, donc on reste dans ce cadre-là, mais on va sortir du cadre habituel de la construction mécanique et on apparaît dans le domaine de la santé. Hein, donc là, je fais un zoom sur l'IRM. Donc vous voyez, le phénomène physique est ce qu'il est. Je ne vais pas spécialement insister dessus, d'autant que je suis très loin des spécialistes de ça. Donc c'est le mouvement de précession d'un proton dans un champ magnétique qui va évoluer et qui va interagir avec le corps humain pour finalement décrire hein, ce qu'on voit, c'est-à-dire une carte qui est produite par la machine IRM. Donc le rôle de l'ingénieur est presque évident une fois que j'ai dit ça. Donc c'est passer du phénomène physique à la construction d'une machine. Hein, cette machine qui doit produire ça. Donc des champs magnétiques tournants donc qui doivent obéir à précisément ces choses-là. Voilà. Deuxième chose, c'est comme si vous avez passé des IRM comme moi, vous savez que les questions qu'on vous pose, est-ce que vous avez des prothèses de ceci, cela, machin, parce que sinon, il peut y avoir des difficultés. Voilà. Donc, évidemment, les tests n'ont pas été faits avec des gens qui ont ces prothèses à l'intérieur de la machine. Donc, des calculs ont été faits par les ingénieurs pour prédire ce qui se passerait à l'intérieur de cette machine si on mettait ma montre, que sais-je. Voilà, les champs magnétiques étant très très forts. Donc ça repose évidemment sur une simulation numérique. Simulation numérique, ça veut dire modéliser, faire des modèles mathématiques du phénomène physique et arriver à les représenter. Voilà. Et puis, le troisième point, c'est que la machine va être, le résultat de la machine va être étudié par un médecin. Donc un médecin va lire le résultat, c'est finalement une carte de ces temps de relaxation, et il doit être capable de voir, en fonction de ça, ça veut dire que là on est dans l'os, là ça veut dire qu'on a des matières qui sont saines, et puis là on a des matières des zones certainement pathogènes. Donc il y a du traitement d'image, du post-traitement qui est lié à ces choses-là. Troisième exemple, voilà, là maintenant on quitte peut-être le monde matériel, si on peut dire, donc un problème de gestion de flux. Donc j'ai choisi l'exemple du guidage par GPS. Donc le phénomène physique est simple, hein, on a un certain nombre de satellites qui tournent autour de la Terre et qui vous permettent de recaler une position, de savoir finalement où le GPS vous donne le positionnement sur la Terre. Donc ça c'est le premier niveau. Et puis donc il y a des éléments de traitement du signal, donc transmission, détection, fusion de données, puisqu'on a un certain nombre de satellites qui vont vous transmettre une information, donc il faut faire de la fusion de données, et puis des problèmes évidents de géométrie. Voilà. Donc l'ingénieur, à partir de ça, a construit une manière de se guider. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas à juste localiser un point, ça c'est ce qui se passait avant, est apparu un certain nombre de ce qu'on appelle maintenant, nous, un GPS en tant que conducteur. On ne veut pas dire le phénomène de localisation, voilà, on veut dire le phénomène de guidage. C'est-à-dire, vous voulez aller à un endroit, et donc il y a une problématique d'optimisation qui est on va vous guider sur une certaine carte. Voilà. En prenant compte un certain nombre de contraintes. Voilà, qui vont être, vous voulez y aller en le moins de temps possible ou minimiser votre consommation d'essence, que sais-je. Voilà. Et puis, vous imaginez bien que le système ultime de ça, hein, c'est qu'on va de plus en plus vers la voiture, vous la conduisez de moins en moins. Hein. Donc on va
tranquillement, on se dirige tranquillement vers le véhicule autonome que j'ai représenté ici, et finalement, pour lequel, si on veut que la voiture conduise tout seul, on commence à rentrer de plein pied dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Voilà. Le quatrième exemple sur lequel je pointais, lequel l'ingénieur se confronte, c'est le moment où il conçoit des objets un peu compliqués. Voilà, donc là, typiquement, vous voyez les dessins humoristiques qui sont en haut à gauche, donc vous voyez l'ingénieur confronté à la conception d'un avion. Si l'ingénieur s'intéresse uniquement au phénomène d'aérodynamique, l'avion qu'il va construire pour prédire ce qu'il veut faire va avoir une certaine forme. Si l'ingénieur est uniquement centré sur le moteur, l'avion va avoir une autre forme. Bref, la conception est une affaire qui est entièrement multidisciplinaire. Voilà. Donc ça, et pour faire parler en même temps toutes des disciplines différentes, évidemment, il faut de la modélisation. La modélisation couplée entre ces différentes disciplines. L'affaire de la conception est une affaire qui va être une problématique d'optimisation, c'est-à-dire le but est de construire quelque chose qui est optimal, c'est-à-dire qui répond à des performances cibles en utilisant des représentations physiques, des représentations des domaines qui nous intéressent. Les modèles fins sont très coûteux, donc c'est impossible d'être dans une boucle d'optimisation avec des modèles aérodynamiques fins, par exemple. Alors évidemment, on utilise ce qu'on appelle souvent des surfaces de réponse dans le monde des ingénieurs, qui sont en fait des modèles approchés. Donc ce n'est plus des modèles physiques, et qui sont extrêmement rapides. Donc là, dans ce travail de l'ingénieur, il va être confronté à des questions d'optimisation, de maîtrise d'approximation. Il va être évidemment les modèles fins qui vont être des modèles à base d'équations ou dérivées partielles, il va falloir être capable de les simplifier. Et puis évidemment, tenir compte, pour garantir des performances, être capable de représenter une variabilité dans les conditions d'emploi. Donc là, on est dans une modélisation aléatoire, c'est-à-dire probastat en gros, pour représenter les incertitudes. Et puis le cinquième exemple, donc là je vais presque rien en dire, c'est ce que vous commencez à faire avec votre téléphone finalement. C'est l'assistant virtuel intelligent, c'est celui où vous voulez parler à votre téléphone, à votre assistant, comme si vous parliez à une personne qui est supposée vous comprendre et comprendre vos interrogations, vous lui demandez des choses et ces choses sont réalisées. Donc évidemment, là, on est de plein pied dans l'intelligence artificielle, avec des questions qui sont associées naturellement, qui sont des questions d'apprentissage, de théorie des graphes, d'optimisation. Les maths qui sont là, donc historiquement, l'intelligence artificielle, c'est une affaire d'informaticiens. Les mathématiciens s'y intéressent pour un peu faire progresser les choses, mais on est dans quelque chose qui est très en construction, et d'ailleurs, les objets eux-mêmes sont très en construction. Voilà. Mais l'ingénieur, évidemment, est très, très confronté à ce genre de choses. Alors, à travers ces exemples, je les ai choisis pour montrer un peu cette évolution et cette sortie peut-être du monde traditionnel ou de ce qu'on peut penser du monde dans lequel évolue l'ingénieur, pour être capable de faire apparaître un certain nombre de défis. En fait, les objets que l'ingénieur manipule maintenant sont des objets qui ont un certain nombre de caractéristiques qui sont différentes de celles qu'on avait jusqu'à présent. Déjà, on a affaire à des objets qui ont des tailles qui sont sans précédent. C'est-à-dire qui sont composés d'un grand nombre de composants élémentaires. Et ces composants élémentaires, ils communiquent entre eux. Donc il y a des interactions entre eux. Et le système global est le résultat de non seulement le comportement de ces composants élémentaires, mais aussi de ces interactions. Donc ces composants élémentaires, ils ne sont pas tous de la même nature. Ils peuvent avoir des choses qui peuvent obéir même à des phénomènes, des phénomènes physiques différents, par exemple. L'un des points communs de ce que je vous ai montré, c'est qu'il y a une forte composante numérique. Donc des éléments qui peuvent communiquer en réseau, le traitement d'informations de données est très important, et finalement, le besoin de simulation pour traiter ces questions a considérablement augmenté. Voilà. Alors, on arrive à finalement ce qu'on définit, ce qui correspond à ce que je viens de décrire, ces propriétés, c'est ce qu'on appelle un système complexe. Et je vais retenir deux éléments. Le premier, c'est un système complexe, c'est un système qui est composé d'un grand nombre d'éléments élémentaires qui interagissent entre eux. Voilà. Donc typiquement, là, vous voyez un éclaté d'un Airbus A380. Donc finalement, l'ingénieur, il passe de la construction d'une tour Eiffel, qui est, si vous me permettez la caricature, un assemblage de poutres,
à maintenant la conception, mais pas maintenant, c'est un petit peu, à pas loin de nous, on n'est pas encore dans le futur, l'Airbus A380, j'ai eu la chance de voyager dedans. Donc vous voyez, la forme de l'avion, on est très très loin de la complexité de la Tour Eiffel ou de l'avion de Blériot. Hein. C'est quelque chose dans lequel chaque élément même est lui-même un système complexe, c'est-à-dire se subdivise en comportements différents, etc. Voilà. Et évidemment, la représentation de ce système complexe, si on veut le définir, nécessite un couplage entre souvent plusieurs disciplines. Et la description de l'intégralité des composants pour avoir le comportement global est absolument inaccessible, étant donné la complexité et le nombre qui sont. Donc évidemment, ça fait apparaître les interactions entre ces composants fait apparaître ce qu'on appelle des comportements émergents. La deuxième caractéristique des systèmes complexes, c'est une description à plusieurs échelles. Voilà. Donc finalement, on peut imaginer avec la puissance du numérique actuel, hein, le CPU qui apparaît, le réservoir de CPU qui apparaît, c'est que on peut imaginer que la description d'un système à travers sa moyenne, comme ça arrive le plus souvent, c'est ce qui arrive, ce qui a toujours eu dans le passé, peut être remplacé par, on imagine, peut être remplacé par une description à une certaine échelle donnée de l'ensemble des composants. Hein, donc c'est quelque chose qui commence à émerger. Donc vous voyez dans mon illustration, imaginez le véhicule autonome, donc vous avez un certain, pour juste décrire des échelles différentes de représentation, vous imaginez que vous êtes centré sur des composants élémentaires, voilà, donc vous voulez réguler une ville, disons, vous avez le comportement d'un véhicule autonome isolé. Hein, à un niveau intermédiaire, vous avez la représentation d'un ensemble de véhicules autonomes dans une rue, dans un quartier, dans une portion de ville, et puis vous avez une description un peu régionale de ça. Donc là, sur l'exemple 3, si je me rappelle bien, l'exemple du GPS, eh bien, on a déjà les caractéristiques d'un système complexe. Le cas de l'IRM est exactement le même, c'est-à-dire qu'on a une description on peut faire une description très fine au niveau du proton, mais qui est inaccessible si on considère l'ensemble des protons qui sont mobilisés pour arriver au niveau macroscopique. Hein, ce qu'on veut, c'est décrire, représenter une zone, détecter une zone pathogène. Voilà. Donc comment les mathématiques s'invitent dans cette description de systèmes complexes ? Donc finalement, pour l'ingénieur, qu'est-ce qu'il doit faire quand il est confronté à ces systèmes ? Parce que c'est des systèmes sur lesquels il travaille. Hein. Tous les exemples que j'ai cités sont des vrais cas d'ingénieurs. C'est-à-dire l'industrie recrute des ingénieurs pour développer ce genre de choses. Alors, il doit évidemment faire une simulation numérique du comportement. Hein. Dans la conception repose sur de la modélisation et de la simulation numérique. Donc avant ça, il doit définir finalement une échelle de modélisation. Cette échelle va être choisie de telle sorte qu'on est capable de représenter, d'écrire un certain phénomène. Donc il y a un choix à faire. Ensuite, la modélisation mathématique, la simulation, pour finir à la réalisation concrète de l'objet. Hein, la conception, c'est l'ensemble de cette chaîne-là, qui est plus ou moins itérative. Avec évidemment quelque chose qui est très important pour l'ingénieur, c'est qu'on n'est pas discipline par discipline, on est quelque chose qui est entièrement multidisciplinaire, donc la capacité à transposer ce qu'on sait, le fonctionnement qu'on a dans une discipline à une autre discipline, c'est quelque chose de très important. Donc, ok. Quelles premières idées mathématiques ça peut évoquer, ces propriétés ? Donc déjà, on sent cette notion d'approximation, on sent des notions de topologie qui sont là. Hein. Les modèles, on a vu beaucoup de modèles de type équations dérivées partielles, ces choses-là. Peut-être je range ça de manière plus générale dans les équations intégraux-différentielles. On sent qu'il y a une nécessité d'être couplé. Hein, cette notion de couplage entre des disciplines différentes sont quelque chose de très important. Les modèles ne sont pas uniquement des modèles continus, des modèles à calcul infinitésimal. Voilà, donc il y a une modélisation discrète qui peut apparaître comme importante. L'aléatoire, c'est quelque chose d'important aussi pour prédire des choses tenir compte de choses qui ne sont pas entièrement définies. Pour arriver finalement à une question qui est une question d'optimisation. Finalement, l'ingénieur, comme on disait à l'époque où je travaillais encore chez Dassault Aviation, on disait toujours une problématique de conception, un problème de mathématiques appliquées finit toujours par une question d'optimisation. Voilà. Donc c'est quelque chose de très important. Alors, associé à ça, on a affaire à des nouveaux paradigmes mathématiques, voilà, sur lesquels je vais prendre le temps d'insister un petit peu plus.
Donc, ces points qui sont là, mais je vais les lister pour qu'on ait bien, qu'on ait bien en tête ce que je vais balayer là dans les quelques minutes qui viennent. Voilà. Donc la première chose, c'est qu'on passe du calcul infinitésimal, c'est-à-dire la représentation des objets sous forme de fonctions, en regardant ponctuellement la valeur de ce qui se passe en un point, à quelque chose qui est distribué. On regarde ce qui se passe dans une zone. Donc c'est le propos de la théorie de la mesure, de la théorie des distributions. Je reviendrai dessus évidemment après. Des questions qui vont apparaître sur les espaces vectoriels de dimension infinie. Ce sont des choses qui sont importantes dans la vie de l'ingénieur. Voilà. On passe de problèmes linéaires à des problèmes qui sont intrinsèquement non linéaires. Donc une sortie de ça. Voilà. La modélisation aléatoire. Donc avec son angle voilà, de processus stochastique, calcul différentiel stochastique certainement. Et le traitement de données. Le traitement de données qui embrasse un certain nombre de choses. Hein, les statistiques qui est le point de départ, si vous voulez, la théorie de l'apprentissage statistique, et puis tout ce qui se décline derrière, hein, réseau de neurones, machine learning, etc. Et puis une problématique d'optimisation, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc tout ça, tous ces points-là qu'on va évoquer, un certain nombre de ces points sont en lien avec l'essor du numérique. C'est-à-dire ils sont apparus de manière très importante pour l'ingénieur grâce à l'essor du numérique. Alors juste, je ne résiste pas à mentionner quelque chose, c'est qu'un certain nombre de domaines mathématiques subissent des accélérations dans leur développement. Il y a des choses qui évoluent naturellement hein, dans l'histoire de l'accumulation des concepts mathématiques, et parfois il y a des coups d'accélérateur. Voilà. Et j'en ai retenu voilà, quelques-uns. Voilà. Par exemple, la physique quantique, le changement de vision hein, au XXe siècle, où finalement la modélisation aléatoire apparaissait dans la description, a ouvert des choses sur les maths. Alors, curieusement, il se passait la même chose du côté des maths au moment où Borel-Lebesgue créait la théorie de la mesure et de l'intégration. Changeait complètement de paradigme, et ces deux choses se passaient à peu près au même moment. Certainement pas un hasard. Bon. Un autre accélérateur, c'est la nécessité de faire du traitement d'images ou du traitement de données. Voilà. Donc ce qu'on appelle peut-être un peu trivialement le big data, c'est-à-dire une grande quantité de données. Eh bien, l'ingénieur a de plus en plus besoin de faire le tri entre toutes ces données. Donc, une algorithmie, une modélisation des choses tire le besoin vers le développement des statistiques. Voilà. Alors, mon premier zoom sur passer d'une vision ponctuelle des choses à une perception un peu plus globale, sous deux angles. Hein. L'angle de la mesure, hein, théorie de la mesure. Alors, mesure, ça veut dire intégration, hein, d'une certaine manière. Hein. Une mesure, ça sert à construire une intégrale. Voilà, donc, et finalement, être dans quelque chose d'un peu plus général que la vision ponctuelle qu'on avait à l'époque du calcul infinitésimal, qui était la vision autour des gens comme Riemann et consorts. Donc, c'est d'être capable d'intégrer des fonctions sans regarder spécifiquement leur comportement très ponctuel. Voilà. Et déjà, cette idée-là, elle est également présente dans les débuts de la théorie des distributions. J'ai pris une distribution régulière, donc une plus fine, finalement l'idée première des distributions. Donc finalement, c'est de remplacer finalement les difficultés qu'on pouvait avoir sur le comportement d'une certaine fonction f par un lissage qui se fait en l'intégrant contre quelque chose qui est extrêmement régulier. Donc d'un seul coup, on n'étudie pas juste la fonction f, on va étudier finalement quelque chose qui est une forme linéaire, voilà, pour lequel la régularité de l'espace des fonctions test, des fonctions phi, va nous rendre un certain nombre de services. Voilà. Alors quand on est complètement dans la vision ponctuelle des fonctions, on regarde ce qui se passe ponctuellement, en regardant des questions de continuité, de dérivabilité, de choses comme ça, eh bien on arrive toujours, ce qui se passait quand j'étais petit, disons, il y avait beaucoup de questions, de difficultés qui étaient liées aux interversions de limites et intégrales. Et finalement, qui reviennent à des questions de difficultés d'interversion entre deux limites, finalement. Et dans une vision ponctuelle, ces sujets sont difficiles.
en fait. Donc on essaie de faire des hypothèses pour faire marcher les choses. Dans une vision plus globale, où on étudie une intégrale qui n'est pas définie point par point, eh bien, dans une vision plus globale, ces points sont plus faciles, en fait. Dans la théorie de Lebesgue, on a des théorèmes plus généraux, on a une capacité à décrire des intégrations sur des espaces produits, beaucoup plus naturelles que dans le cadre de l'intégrale de Riemann, par exemple. Et ça c'est très important par rapport à ce que j'ai dit juste avant, dans les systèmes complexes, où on a envie d'étudier un certain nombre de composants en même temps. Donc on a quelque chose où on veut décrire des interactions entre des composants. Donc on est vraiment dans des intégrales généralisées, dans des intégrales multiples, dans des espaces produits grands même. Voilà. Ça apporte un certain nombre de réponses pour résoudre des problèmes différentiels. Hein. Grâce à cette discrétion, on est capable de parler d'intégration par partie pour des fonctions qui ne sont pas nécessairement C1, et finalement ouvrir la voie à une formulation faible des problèmes, et finalement arriver vers leur solution. Voilà. Ça permet aussi de construire de maîtriser des changements d'échelle lorsqu'on va emboîter finalement des modèles avec des modèles mathématiques avec des granularités différentes, avec des finesses qui sont de plus en plus, enfin, qui sont différentes. Sur la question des espaces vectoriels en dimension finie, donc je pars d'exemples. Là, premier exemple, pour montrer à quel point c'est présent et que ce n'est pas la complexité du mathématicien qui veut, voilà, qui aime bien compliquer les choses. Non, c'est pas ça du tout. C'est imaginer qu'un signal, c'est par essence, c'est une fonction. Un signal, une image, peut être représenté par une fonction. Donc, ce sont des choses qui vivent dans un espace fonctionnel. Et un espace fonctionnel est quand même souvent un espace vectoriel de dimension infinie. Voilà. Et donc, comment on fait pour représenter ces images? Lorsqu'on fait de la compression, eh bien, on va les projeter sur des espaces de dimension finie. Alors, évidemment, si on les projette, on perd de l'information. Donc, la force, évidemment, ce qu'on doit faire quand on fait ça, c'est maîtriser cette perte. C'est-à-dire décider ce qu'on accepte de perdre. Et finalement, c'est ce que fait finalement la décomposition en ondelettes, c'est de décider de perdre les choses qui ont la régularité la plus fine. Donc, vous voyez sur cette image, l'évolution, alors je ne sais pas si c'est suffisamment précis dans ce qu'on voit, mais on a quelque chose qui est de plus en plus flou quand on va vers la droite. C'est-à-dire qu'on a dans la décomposition en ondelettes oublié de plus en plus de termes. Hein. Finalement, c'est ça qui se passe. Voilà. Cette question, elle apparaît aussi lorsqu'on fait des approximations par éléments finis, où on peut être plus ou moins fin. Donc ça veut dire qu'on projette sur un espace vectoriel de dimension finie. Voilà. Donc, les questions liées à ces espaces fonctionnels vont être des questions, les premières questions vont être topologiques. C'est-à-dire, est-ce que, comme dans les espaces vectoriels de dimension finie, les choses se passent de manière simple? Alors, malheureusement, non. Ça ne se passe pas aussi simplement que dans les espaces de dimension finie. Voilà. Mais on est quand même capable de faire des projections, de définir de l'optimisation. Les questions générales de réduction apparaissent, mais on est capable qui sont bien connues dans le cas de la dimension finie, apparaissent de manière différente et évidemment, malheureusement ou heureusement pour les mathématiciens, plus compliquées, ça veut dire qu'il y a des choses à regarder qui sont intéressantes. Et puis, le cas particulier des espaces fonctionnels type L2, voilà, les espaces de Hilbert, par exemple. Donc là, j'ai mis un S, hein, John, j'ai laissé le S. Voilà. C'est toujours la question de est-ce qu'il y a plusieurs espaces de Hilbert ou un seul. Voilà. Donc, faisons comme s'il y en avait plusieurs, hein, qui sont représentés par un produit scalaire, et où on se pose des questions de réduction naturellement. Voilà. Le monde, sur l'aspect du cadre général non linéaire, c'est-à-dire l'abandon du cadre linéaire, c'est pareil. C'est pas quelque chose qui est un truc de mathématicien qui finalement n'est pas intéressant pour l'ingénieur. En fait, non. Par exemple, si vous prenez les équations de l'aérodynamique, sont des équations qui sont non linéaires. Hein. Donc, voilà. Donc, on passe du calcul des structures linéaires aux équations de la mécanique des milieux continus qui va être non linéaire. Donc, les problèmes non linéaires sont à traiter. Mais je vais plutôt zoomer mon propos sur un autre intérêt. C'est par exemple, hein, si vous cherchez à faire un calcul d'itinéraire sous contrôle qui va être évalué en continu, donc ce qu'on appelle, qui va mobiliser l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman. Donc, c'est une équation qui est
une EDP qui est non linéaire, qui est quelque chose. Mais vous pouvez même partir d'un problème linéaire avec des obstacles qui sont gentils. Le résultat que vous obtenez, c'est un problème non linéaire à résoudre, quoi. Alors évidemment, là, le problème, on ne peut pas le résoudre de manière directe, hein. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait des approximations, c'est-à-dire on regarde ce qui se passe de manière tangente, et de manière tangente, des problèmes linéaires apparaissent. Donc, et ça permet aux gens d'utiliser des schémas itératifs qui permettent d'apporter des réponses, ou en tout cas d'approcher les solutions de ces problèmes non linéaires. Voilà. Le point suivant, c'est-à-dire presque le dernier point de mathématiques, là c'est la modulation aléatoire, au sens des processus stochastiques. Donc si vous regardez l'équation qui est là à peu près au milieu de la diapositive, donc si vous oubliez la partie où il y a une accolade au-dessus, donc on a à faire une équation différentielle ordinaire classique. Mais le plus souvent, dans la description de phénomènes physiques, hein, des aspects aléatoires apparaissent. Hein, c'est-à-dire, ou des choses qui sont mal connues, ou des perturbations, prises en compte de perturbations. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on cherche à ajouter un bruit. Et dès qu'on cherche à ajouter un bruit, eh ben, on est obligé de changer de méthode d'intégration. C'est-à-dire, on est capable de parler d'équations différentielles comme ça lorsqu'on est capable d'avoir des intégrales par rapport aux objets qui sont là. C'est-à-dire, cette équation n'a du sens que lorsqu'on est capable de savoir ce que veut dire l'intégrale de ce sigma par rapport à dbt. Et finalement, construire cette intégrale, est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'on peut avoir en tête, c'est que le B comme bruit, c'est peut-être le B comme mouvement brownien, par exemple. Un mouvement brownien, c'est l'un des processus les plus utilisés, le processus stochastique assez simple, mais qui est lui-même très compliqué puisqu'il est représentatif des cas pathologiques qu'on a en prépa. Hein, je me souviens, en prépa, on disait, voilà, la fonction de Weierstrass, une fonction qui est continue partout, dérivable nulle part, et puis on se dit, hein, les élèves devaient se dire, non mais ça c'est le truc, mais en fait c'est pas comme ça en vrai, en fait c'est le truc, c'est juste lui. Les autres fonctions, à part celle-là, c'est infini, évidemment. Voilà. Alors il se trouve que non, parce que finalement, dès qu'on rentre dans le monde de l'aléatoire, eh bien le mouvement brownien, qui est lui le truc le plus simple, eh bien sa forme est vraiment très très proche d'une fonction de Weierstrass. Et donc d'un seul coup, le cas pathologique d'avant devient le cas nominal de maintenant. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui ouvrent des questions qui sont des vraies questions importantes lorsqu'on veut représenter des phénomènes par de la modélisation comme ça. Le traitement de données, voilà, que je sépare en un certain nombre. Donc il y a le plan de la statistique. Donc on a un grand nombre de jeux de données. Voilà, on a affaire à un nuage de points, si vous voulez. Puis là-dedans, il y a la problématique peut-être assez simple qui est la première problématique, c'est d'estimer, de faire des tests. Donc c'est statistique de base. Un petit peu plus compliqué, une problématique de séparation, donc c'est-à-dire de classification. En gros, vous avez des points rouges, des points bleus. Est-ce que vous êtes capable de trouver la frontière entre ces points de manière optimale? Donc là, on est déjà dans l'apprentissage. Une problématique de régression. Vous avez des points qui sont voilà, c'est en haut à droite, donc qui ont l'air d'être liés entre eux. Donc, est-ce qu'on peut estimer une fonction qui va les relier? Voilà. Des questions d'optimisation, des questions de théorie des graphes. Voilà. Ça sont les développements, des choses qui se développent et qui sont jugées très importantes pour les productions de l'ingénieur. Voilà. Un point particulier sur justement la prédiction, la simulation numérique. Donc historiquement, la simulation numérique, c'est quelque chose qui était utilisé pour prédire ce qui allait se passer. Donc on cherche à faire un modèle mathématique et finalement à prédire comme au sens de prédiction météo, par exemple, au sens de prédiction d'un tremblement de terre autour de la faille de San Andrea, par exemple. Donc la simulation pour prédire. Et on passe de ça pour l'ingénieur, à la simulation pour concevoir. C'est-à-dire que l'ingénieur, maintenant, conçoit des choses de manière entièrement numérique. Donc vous imaginez, donc là on est à Georgia Tech, là ici, hein, dans un laboratoire qui s'appelle ASDL, comme Aerodynamic System Design Lab. Donc vous imaginez que vous avez l'avion, tous ces phénomènes qui sont représentés, et les gens cherchent à définir, à faire des choix techniques, avec les vrais modèles physiques qui sont derrière, et avec les performances comme résultat. Voilà.
Par exemple, et en illustration pour vous montrer que c'est des vrais cas, ce que je décris, c'est que là, vous voyez le F-7X, donc le Falcon 7X de Dassault Aviation, donc c'est un avion qui a été conçu entièrement numériquement. C'est-à-dire qu'aucun élément matériel n'a été fait avant. C'est-à-dire, ça repose sur une maquette numérique, de la simulation numérique. Le premier avion qui a été construit a été vendu à un client. Voilà. Donc c'est la fin des prototypes, en fait. Alors, et cette fin des prototypes, cet éloignement finalement de l'objet physique, hein, je me hasarde à une liste de raisons. Donc, la première raison, c'est la complexité des produits, hein, des produits de l'ingénieur. Donc, ça ne sert plus à rien, ou c'est inatteignable de construire des petits éléments de maquette. Donc, on a envie de les modéliser, de prédire quelles vont être leurs performances. Deuxième exemple, c'est la notion de risque. Imaginez que vous êtes en train de construire un IRM, par exemple. Comme j'ai parlé tout à l'heure de ma montre, si je rentre avec ma montre dans l'IRM, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien non, on veut faire de la modélisation pour le prédire à l'avance. Le troisième point, c'est une question de coût. Effectivement, faire constamment des prototypes, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Et finalement, faire des mathématiques permet d'économiser de l'argent pour l'ingénieur, en fait. Ça, la situation. Et puis, le quatrième point, hein, que je nomme time to market, c'est le temps pour avoir la production Bref, ça va plus vite, quoi. Ça va plus vite. Alors, regardons comment ça se passe sur le plan mathématique de ça, donc la modélisation mathématique et simulation numérique en conception. Donc vous imaginez, si vous êtes au niveau, hein, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la conception, donc ça se passe pas au niveau des modèles les plus fins, mais souvent à des modèles approchés qui sont représentés en haut de cette pyramide, par exemple. Eh bien, donc si on est au niveau intermédiaire, enfin à choisir, donc on a un phénomène physique qu'on a envie de représenter. Voilà. On en fait un modèle mathématique pour lequel il y a des simplifications, évidemment. Ce modèle mathématique, hein, on le transforme en algorithme et qui finalement devient un modèle numérique. Et c'est à ce modèle numérique que l'ingénieur s'attaque. L'ingénieur s'attaque pour sa conception à ce modèle numérique, mais toute cette chaîne, il la réalise. C'est-à-dire que c'est lui qui fait l'acte de modélisation. C'est lui qui joue avec ces équations, avec ce système qui est là. Évidemment, si je montre juste un truc d'aérodynamique, je suis bien conscient que ce n'est pas l'ingénieur qui invente les nouvelles équations de Navier-Stokes. Hein. Mais les modèles peuvent varier suivant les phénomènes qui apparaissent. Donc là, il y a des questions mathématiques qui apparaissent pour lui presque tous les jours. Hein, c'est des questions d'analyse fonctionnelle, des questions d'analyse numérique, d'avoir des simulations maîtrisées. Il doit avoir un regard maîtrisé sur les choses. Il doit être capable de maîtriser des erreurs, les erreurs de modèle. Donc là, on est dans la topologie. Il doit être capable de représenter, d'écrire, maîtriser les incertitudes de ces modèles. Donc là, on est dans le monde des probabilités. Il doit être capable de mesurer finalement la sensibilité au choix qu'il a fait, hein, c'est-à-dire aux paramètres de conception. Donc là, on est dans de la différenciation ou dans du traitement de données, et il doit être capable d'optimiser. Voilà. Donc, hein, ces maths-là sont vraiment au cœur du dispositif d'ingénierie. Voilà. Si je reviens à travers tous ces passages, tous ces éléments de maths qu'on vient de voir, eh bien, je l'ai dit un petit peu progressivement, disons que la représentation des systèmes complexes, hein, rappelez-vous, grand nombre de composants d'interaction décrits à plusieurs échelles, eh bien, il faut être capable à l'ingénieur qui sera innovant dans ces domaines, hein, vraiment acteur, d'être capable de comprendre et d'utiliser, mais d'être familier, hein, au sens que tu disais, John, quand on en parlait en préparant cet exposé, familier au sens d'une intimité forte, hein, avec les questions de mesure, d'intégration, de distribution, de topologie d'espace fonctionnel, de système dynamique, d'équations dérivées partielles, de modélisation stochastique, de traitement de données, d'optimisation et de contrôle. Ces questions-là, évidemment, s'appuient de manière très forte sur les choses qui sont vues en classe préparatoire. Hein. Donc, sans ce qui est vu en classe préparatoire, sans ce socle extrêmement solide et maîtrisé, il est inaccessible de construire ces objets-là. Hein. Et ces objets-là, tels que je les ai présentés, j'espère vous l'avoir montré, qu'ils
il se présente comme une continuité de choses qui sont vues en classe préparatoire. Alors on arrive, après, à nous, quel choix on a fait? Là, c'est assez générique, jusqu'à présent, je ne parle pas de cursus de centrale Supélec ou autre, je parle d'ingénieur qui va être confronté à un certain nombre de produits. Donc lorsqu'on a fait le nouveau cursus de centrale Supélec, eh bien on a fait des choix. Voilà. Donc le premier choix, c'est voilà, un cours pour absolument tous les élèves, qu'on appelle convergence, intégration, probabilité, équation dérivée partielle, sur lequel il y a un certain nombre de notions qui sont, voilà, qu'on a vues jusqu'à présent. Donc je vais pas, mon propos, c'est pas de lister les points qui sont là, mais c'est voir que ces éléments sont là. Ensuite, on a une organisation en séquence thématique où des problématiques d'ingénieurs, où nos élèves vont être plongés dans une problématique ingénieur tout au long du cursus, dans lequel il y a un besoin de mettre des maths dans ce dispositif de conception, donc voilà, que j'ai listé là. Et puis, on a des maths de plus en plus proches du besoin, de la réalisation de choses. Et puis, on a un certain nombre d'approfondissements. Donc là, jusqu'à présent, c'était pour tout le monde. Et puis, on a un certain nombre d'approfondissements mathématiques, puisque c'est très important, comme on a dit, il y a des mathématiques obligatoires pour tous les ingénieurs pour être capables de faire ce qu'on a dit, mais il est important pour nous d'être capables de former des gens qui vont aller encore plus loin en mathématiques, et voire même, peut-être même jusqu'à finir à ma place en train de faire cet exposé plus tard. Voilà. Et donc, on a un certain nombre d'approfondissements qui sont sous forme élective, et puis d'approfondissements de troisième année vraiment dédiés aux maths. Voilà, je ne rentre pas dans le détail de ça. Voilà. C'est pas moi qui dis ça. Merci aux participants, merci aux gens qui se sont déplacés. Pour ma part, je suis ravi d'avoir eu l'occasion de partager nos réflexions sur la place des mathématiques dans la formation de l'ingénieur de haut niveau, celui que Centrale Supélec entend former. J'espère que, après cet après-midi, votre vision est claire sur la place des maths dans la formation de l'ingénieur.